Bon, bah voilà. Les gens vont arriver au fur et à mesure. J'ai donné les liens. Ils verront bien ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez besoin que je répète vite fait ce que je vous ai expliqué pour ceux qui n'ont pas vu, ou ça va? Toi, tu n'étais pas là, Delphine? Non. Ok, ça ne me dérange pas. On n'est pas arrivé très très loin. On n'a pas fait grand-chose. Et je vais répéter, du coup, je vais vous remontrer si l'écran était flou. Je vais vous remontrer là où on en est. Et pour ceux qui n'ont pas vu les sessions précédentes, enfin la dernière session, la session 1, parce que là, j'explique des choses qu'on a déjà commencé dans la session 1. Donc, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous montre quand même. Vous allez dans la section, dans le Discord, vous allez dans la section live. Et dans la section live, le 2 avril, j'ai posté les liens de rediffusion de la session 1. Parce que vous allez pouvoir voir ce que j'avais fait la première fois, en fait, tout simplement. Il y a un moment, ces liens n'étaient plus possibles d'accès puisqu'ils étaient archivés. Mais ce matin, je viens de payer la version pro de l'outil, donc du coup, on n'aura plus ce problème d'archivage. Les liens que je vais mettre là, ils vont être accessibles tout le temps, de façon permanente, donc ça, c'est cool. Et là, c'est même plus facile Google Meet, finalement, parce que vous pouvez intervenir facilement, en fait. Ouais, vous allez pouvoir intervenir facilement quand vous avez une question. Sur le Discord, il faut que ce soit moi qui vous fasse monter sur la scène, c'est un peu plus compliqué. Donc là, vous avez une question et vous m'interrompez et pas de problème. On avance plus facilement comme ça, ok? J'espère que d'autres personnes viendront après, mais c'est pas trop grave, c'est enregistré. Donc je vais simplement vous refaire vite fait ce qu'on était en train de faire juste là. Il n'y a pas pour très longtemps. Ce que je disais simplement, c'est que lors de la première session, j'avais montré vite fait donc, je vous montre que Bubble, quand on crée une application, automatiquement, il y a une base de données qui est inclue et qui est créée automatiquement à chaque fois que vous créez une nouvelle app. Donc, vous faites une nouvelle application et automatiquement, vous avez une base de données qui est inclue. Et elle se trouve ici. Il est marqué Data avec un petit logo de base de données, c'est ici. Et la dernière fois, on avait créé une table voiture, dans laquelle on avait mis différents champs. On avait mis une année, une couleur, une marque et un modèle. Donc, je peux créer dans ce cas-là des voitures. Et le user qui est ici, le user qui est là, ça c'est une table qui est donnée par Bubble. Et vous voyez, contrairement à la voiture, là j'ai une corbeille, je peux la supprimer. Le user, on ne peut pas le supprimer, c'est impossible. D'accord? Et on avait juste créé un champ nom d'utilisateur de type texte. Voilà. Donc en fait, là, ce que je voudrais faire, c'est que quand mon utilisateur est connecté, là, je suis connecté, hein, si vous avez fait attention ou pas, eh bien, quand je clique ici sur l'onglet de connexion, je peux inscrire un utilisateur. Donc, je peux inscrire quelqu'un avec son adresse mail, son mot de passe et son nom. Okay, donc là, on peut inscrire quelqu'un. Salut Lucas. Adresse mail, mot de passe et nom et prénom, c'est ce que j'ai fait et je me suis créé un compte pour Michel Durand. Si j'ai créé un compte pour Michel Durand, ça veut dire que dans la base de données, dans la data, au niveau des utilisateurs, vous voyez, il est ici le team Durand. J'avais écrit team+1gmail.com. Il est ici mon utilisateur, Michel Durand. Okay. Donc là, je suis connecté en tant que Michel. Et ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais ajouter des nouvelles voitures pour Michel. Donc là, c'est bon, il y a plus de personnes qui arrivent. Je crois que le Google Meet, c'est plus facile finalement. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur ma page. Là, ici, c'est un repeating group. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est le repeating group, je vous conseille d'aller voir la rediffusion de la première session. De toute façon, on peut en refaire des repeating groups, ce n'est pas un problème. Mais là, en fait, le repeating group, c'est un élément dans Bubble qui va vous permettre de faire afficher la donnée que vous avez dans votre base de données. Donc, dans ma base de données, j'ai actuellement 2 voitures, une Fiat et une BMW. C'est pour ça que grâce à cet élément de repeating group, j'ai fait une recherche dans les voitures qui sont dans la base de données et je les fais afficher. Et elles sont là, la Fiat, la BMW, avec l'année ici qui est là. Je sais que là, je vais un peu vite pour le moment, mais c'est normal. C'est ce qu'on a vu un petit peu la semaine dernière. Donc, regardez la rediffusion et vous comprendrez un petit peu mieux.
Là, ce que je veux faire, c'est que je veux simplement créer une nouvelle voiture. Donc, je vais chercher ici un bouton. Voilà, il est marqué button. Je prends un bouton et je vais le mettre sur ma page. Au niveau du label, c'est ce qui est marqué ici, Edit Me. Donc, le label, je vais écrire créer une voiture. Voilà, je crée une voiture. D'accord? Donc, ça, c'est juste au niveau de l'appellation de ce bouton. Et en bas, j'ai tous les réglages du bouton. Ça veut dire que j'ai la police. Là, j'ai joué du 16 pixels. Moi, je vais le mettre en 14. Vous voyez, quand je descends le 14, ça descend à l'intérieur du bouton. Pardon, c'est parce que je zoome beaucoup. Et au niveau de la couleur, vous voyez qu'on a un bleu au niveau du fond. Bah, vous pouvez venir changer soit par des couleurs que vous avez prédéfinies au préalable, ou soit vous avez une palette de couleurs. Et là, je vais choisir un bouton noir, par exemple. Ce bouton noir, je vais le centrer au milieu de la page. Donc, je vais cliquer ici sur Center. Voilà. Mon bouton, il est centré maintenant sur ma page. Donc, si je viens dans la preview, donc ça c'est l'aperçu, il me demande que la page a été mise à jour. J'ai besoin de la rafraîchir pour voir la dernière version. Je clique dessus. Et en effet, j'ai mon bouton pour créer une voiture qui est là. Donc, vous voyez qu'il est, survolable. Hein. Je peux le survoler. Et quand je survole, il change de couleur. Il change en bleu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce bouton, il a un style qui est appliqué. Un style graphique qui est appliqué. Moi, je peux venir changer ce style en cliquant sur Edit Style. Donc, je vais cliquer sur Edit Style et vous allez voir que là, j'arrive dans une interface où j'ai mon bouton qui est là. Il est bleu actuellement. On va dire que moi, je vais le mettre tout le temps en noir et que quand je le survole, je vais changer un petit peu la couleur. Donc, où est-ce qu'on voit l'endroit pour survoler le bouton? C'est dans les conditions. Il y a une condition, pardon, c'est parce que je zoome beaucoup, donc il y a une condition qui me dit quand le bouton est hovered en anglais, c'est-à-dire c'est le survol, hein, quand on survole le bouton, qu'est-ce que je veux mettre comme couleur de fond? Là, j'ai mon bleu, et c'est pour ça que le bleu était appliqué quand je survolais le bouton. Moi, je veux dire que du noir, je voudrais passer un gris foncé, par exemple. Voilà. Donc, j'ai juste ça à faire. J'actualise la page et vous allez voir que ce bouton-là, maintenant, quand je le survole, vous voyez qu'il y a un petit gris foncé qui s'affiche au lieu du bleu. Donc là, c'est parfait, c'est nickel. J'ai un petit peu le style de mon bouton. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que quand moi je vais cliquer sur ce bouton, je vais vouloir afficher une pop-up qui va me permettre de créer une voiture. Donc, pour créer la pop-up, attendez, j'ai un petit bébé là. Pour créer la pop-up, on va aller ici dans Containers, Pop-up. Donc, je clique sur Pop-up, je clique dans ma page et automatiquement, la pop-up se place sur la page et elle s'appelle la pop-up B. On peut la renommer, c'est beaucoup mieux de la renommer, sinon on ne sait plus à quoi elle sert après. Donc je vais faire pop-up, créer une voiture. Je vais l'appeler comme ça. Moi, je vais l'appeler pop-up, créer voiture. Voilà. Et une fois que ça c'est bon, je vous rappelle ce que je voulais faire, c'est que à l'intérieur de cette pop-up, je vais devoir mettre des champs pour créer la voiture. Et combien de champs je vais mettre? Eh bien, je vais retourner sur la data. Donc, le data type, c'est là où j'ai ma structure de la base, voiture, et j'ai 4 champs. J'ai 3 champs qui sont de type texte et un champ qui est de type number. OK, donc ça, je le garde en mémoire. Je vais sur ma pop-up. Je vais d'abord mettre un texte pour indiquer à l'utilisateur à quoi elle sert la pop-up. On va marquer ici, créer une voiture gratuitement, par exemple. Et en dessous, on va mettre, je vous l'ai dit, des inputs. Et là, on va mettre input modèle. Là, on va marquer le modèle de la voiture. Je vous rappelle que ça, c'était un texte, donc le format, je le laisse en texte. Je peux faire commande D ou CTRL D, si vous êtes sur Windows, pour dupliquer ce champ. Là, j'ai demandé la marque de la voiture. La marque. Voilà, la marque. Ensuite, on va indiquer l'année, input année.
L'année, c'était un nombre l'année, c'était un nombre. Donc ici, vous voyez, j'ai du texte, email, mot de passe, entier, décimal, adresse. Donc moi, c'est bien un nombre entier, l'année. Et enfin, le dernier, c'était la couleur de la voiture. Couleur. Couleur de la voiture. Et là, c'était un texte. Voilà. Vous voyez, là, j'ai mis les 4 champs dont j'ai besoin pour créer cette voiture. Et il me manque simplement un bouton pour faire l'action. Donc, je vais cliquer sur le bouton. Je vais le mettre là. Et je vais marquer « Créer une voiture ». Ce bouton, actuellement, si vous regardez dans les réglages, il est marqué « Fit with to content ». Et la case est cochée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la largeur de ce bouton va se limiter à la largeur de mon contenu. Là, il est marqué « Créer une voiture », mais vous voyez que j'ai un espace devant, j'ai un espace derrière. C'est ce qu'on appelle du padding. Là, c'est parce que j'ai un padding de 20 pixels qui est appliqué. Si je le mets à 0, vous allez voir que le bouton s'arrête au contenu. Créer une voiture, le bouton s'arrête. C'est à cause de ce paramètre-là, qui est très bien de temps en temps, mais moi j'aimerais bien que mon bouton fasse 100% de la largeur. Donc, j'ai juste à décocher ça, et vous voyez, mon bouton prend toute la largeur de la pop-up. Là, pour le moment, ça me va très bien, je suis content. Et le seul truc que je vais rajouter, c'est un petit peu d'espace entre chaque élément. Vous voyez que tout est très collé, là, c'est dégueulasse. Donc, on va cliquer sur la pop-up et on va appliquer un espacement entre chaque élément. Donc, vous cochez là, et là, je vais marquer, par exemple, je vais mettre 12 pixels entre chaque élément, vous voyez, et ça m'a espacé tous les éléments de 12 pixels. Bon, on va dire que là, pour le moment, je suis plutôt satisfait du résultat. Et maintenant, cette pop-up, il faut la faire afficher. Là, si je rafraîchis ma page, à aucun moment, elle va s'afficher, la pop-up. À aucun moment. Il faut que je lui dise de s'afficher à un moment précis. Moi, je veux l'afficher quand on va cliquer sur « Créer une voiture ». Donc, je vais sur le bouton « Créer une voiture ». Et partout dans Bubble, partout, à n'importe quel endroit, vous allez avoir ce bouton « Add Workflow ». Partout, partout. Partout où je clique, même sur un texte. « Add Workflow ». Partout. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on peut ajouter un workflow. Je répète qu'un workflow, c'est une action. Donc, vous pouvez définir les actions à tout moment. Moi, quand le bouton « Créer une voiture » est cliqué, je vais vouloir ajouter un workflow. Il est marqué ici. When button « Créer une voiture » est cliqué, is clicked, alors je veux montrer la pop-up. Comment on dit « montrer » en anglais? On va dire « show ». Je veux montrer un élément, show an element. Je clique dessus et dans les éléments, je vais trouver ma pop-up créer une voiture. J'ai que ça à faire. Je répète, s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Je clique sur créer une voiture, j'ai ma pop-up qui s'affiche. Ici, on va pouvoir rentrer des éléments. Je peux entrer du texte, je peux entrer du texte, je ne peux pas entrer de texte. Ici, si j'appuie sur mon clavier, ça ne marche pas. Rappelez-vous, je lui ai dit que c'était un type integer, entier. Ça va marcher que si je mets des numéros, du coup. Okay. Par contre, quand je vais cliquer sur créer une voiture, il n'y a rien qui se passe. Vous voyez, ce bouton n'est pas cliquable. Vous voyez d'ailleurs que mon curseur ne se transforme pas en une petite main, comme le ferait ce bouton. Là, ce bouton, vous voyez, quand je passe dessus, le curseur change pour montrer à l'utilisateur qu'il y a une action. Et bien, sur celui-là, il ne se passe rien parce que je n'ai rien configuré. Je n'ai pas ajouté de workflow sur ce bouton. Donc, on va le faire. Je retourne sur la partie des designs. Ma pop-up, on ne la voit pas parce que par défaut, une pop-up n'est pas visible. Mais vous voyez qu'elle existe bien ici. Hein. Dans mon element tree, ça c'est un peu mon arborescence de toute l'application qu'on est en train de faire. Ici, il est bien marqué pop-up créer une voiture. Je vais cliquer sur le petit œil pour la faire afficher. Voilà, elle est là. Si je clique sur créer une voiture, vous voyez qu'il est bien marqué add workflow parce que je n'ai pas encore défini de workflow dessus. Donc je vais cliquer sur add workflow. Voilà. Et je vais pouvoir dire
est-ce que je vous avais déjà fait une présentation de toutes les actions qui sont là et tout ce qui est possible ou pas? Je me suis plus. Je pense qu'on n'était pas rentré en détail là-dessus, mais ça peut être intéressant. Ceux qui étaient là à la première session, est-ce que vous savez me dire si on avait vu tout ça ou pas? Non, je ne l'ai pas fait, Jeff. Ok. Bon, on peut le faire vite fait, hein. On a du temps. On peut le faire. C'est intéressant quand même de voir toutes les actions qui sont possibles nativement dans Bubble. Alors, vous voyez sur mon bouton, il marquait quand le bouton est cliqué, je peux ici ajouter une action. Donc, voici les différentes rubriques ou catégories d'actions qu'on peut faire. On peut faire des actions sur le compte de l'utilisateur. On peut faire des actions sur la navigation. On peut faire des actions sur la donnée, sur la base de données. On peut faire des actions de type email, de type paiement, de type analytics, de type element action. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai montré que j'ai montré une pop-up avec un élément qui s'appelait show an element. Moi, je l'ai écrit directement là parce que, bien sûr, j'ai l'habitude, donc je l'ai cherché ici. Mais finalement, ça venait de là, de element action show. Ça, c'est pour montrer un élément, show. Hide, c'est pour cacher un élément. Ça, c'est pour animer un élément quand il se montre. Le toggle, on va voir après, mais en fait, c'est une combinaison de montrer et cacher. Avec le toggle, on peut faire les deux. On peut montrer et cacher. Scroll to, c'est pour scroller vers une section particulière. Et le set state, on le verra plus tard, c'est un peu plus complexe. Dans un champ, on peut mettre le focus directement sur un champ. Je vais vous montrer ce que c'est pas mal. Dans un groupe, on peut envoyer de la donnée, on peut réinitialiser une donnée, un peu plus complexe à comprendre tout de suite. Et dans un repeating group, là, il me le propose. Pourquoi? Parce que sur ma page index, là, je rappelle que je suis sur la page index, j'ai un repeating group qui est ici. Donc, si j'ai un repeating group, eh bien, j'ai des actions de repeating group qui sont disponibles. Si le repeating group, je le supprime de ma page, ça ici, je l'aurais pu, ça sera invisible. D'accord? Bon. On peut faire aussi des actions de type plugin. Bon, ça, c'est pas trop, pour le moment, c'est pas trop important. Et on peut faire des custom events. Et tout ça, c'est la partie back-end de Bubble. Pareil, on va le voir, mais peut-être un peu plus tard, parce que là, c'est vraiment trop avancé. Moi, sur ce bouton « Créer une voiture », ce qui m'intéresserait de faire, c'est de venir faire quelque chose dans la base de données. Je vous l'ai dit, je voudrais créer une voiture. Donc, dans la base de données, voici tout ce qu'on peut faire. On peut créer quelque chose. On peut faire une modification sur quelque chose. On peut faire une modification sur une liste de choses. On peut supprimer quelque chose. On peut supprimer une liste. On peut copier une liste. On peut changer le slug de quelque chose. Le slug, je vous expliquerai ce que c'est après. On peut télécharger la donnée en tant que CSV, on peut uploader une data, on peut supprimer un fichier téléchargé. Bref, on peut faire beaucoup de choses. Moi, c'est ça qui m'intéresse pour moi, c'est create a new thing. Je veux créer une nouvelle voiture. Donc, je clique dessus. J'ai une pop-up qui s'affiche noire et qui me dit « Ok, tu veux créer quelque chose, mais tu veux créer quoi ?» Et dans le type, il va vous sortir ce que vous avez dans votre base de données. Moi, je veux créer une voiture. Il me le propose. Et il me dit quel champ tu vas vouloir créer. Bon, moi, je veux créer tous les champs. Donc, ça, c'est pour faire champ par champ individuellement. Ça, c'est pour prendre tous les champs. Donc, je fais Add all fields. Voilà. Et là, il me dit l'année, la couleur, la marque et le modèle. C'est à moi de remplir maintenant la valeur que je veux mettre dans l'année, la valeur que je mets dans la couleur. Donc, rappelez-vous, sur ma pop-up, ici, dans la pop-up, pardon, qui est là, j'ai des champs. Et il s'appelle Input Model. Input marque, input année, et input couleur. Et moi, je veux placer la valeur de chacun de ces inputs en base de données pour me créer ma voiture. Donc, l'année, je vais chercher input année et je vais rentrer sa valeur, la valeur de l'input. Voilà. Dans la couleur, je vais faire couleur, input couleur value. Dans la marque, je vais faire input marque value. Et dans le modèle,
je vais chercher l'input model value. Voilà. Juste en faisant ça, il va me créer une nouvelle voiture dans ma base de données. Donc, une fois que je crée la voiture, ce que j'aimerais bien faire, c'est pourquoi pas vider les champs. On va vider tous les champs qu'on a remplis. C'était une action qui était recommandée par lui. Et ensuite, on va cacher, on va hide an element, on va cacher la pop-up pour créer la voiture. Donc, je vous fais une démonstration. On va créer une Twingo. Twingo Renault. Voilà. L'année, c'est 2018. Et la couleur de la voiture, on va prendre une couleur bleue. On va prendre une couleur bleue. Alors, attendez. Du coup, je vais essayer de prendre... Je vais aller chercher des couleurs de voiture. Voilà, je sais pas. Par exemple, on va prendre une couleur comme ça. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que dans Figma, je suis venu chercher une maquette, enfin, un truc que j'avais, ça c'est mon dashboard de Webinty. Avec un outil, j'ai pris une pipette de couleur. J'ai pris la couleur bleue qui m'intéressait ici. Ça l'a copié donc dans mon presse-papier. Et ici, je l'ai collé. Et je fais créer une voiture. Et voilà, j'ai ma Renault Twingo 2018 qui s'est affichée automatiquement dans mon repeating group. Parce que bien sûr, si elle s'est affichée, c'est parce qu'elle s'est aussi créée dans la base de données. J'ai une voiture qui s'appelle Renault Twingo ici. Vous voyez, elle est de couleur bleue, l'année 2018. Vous voyez, c'était instantané. Hein. Il n'y a pas de chargement, il n'y a pas de... C'est instantané, direct. Est-ce qu'il y a des questions avec tout ce que je viens de vous montrer là ou pas? Non, pas de questions. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que si vous avez fait attention, ma Renault Twingo, c'est la voiture toute nouvelle que je viens de créer, mais elle s'est mise en dernière. On aimerait peut-être bien plutôt faire afficher... Ok, Jeff. Ici, en bleu, c'est ma Twingo. Elle s'est affichée en dernier, alors que pourtant, c'est la dernière voiture que je viens de créer. Elle est toute nouvelle, cette Twingo, je viens de la créer. Et pourtant, elle s'est mise à la fin de tout. Moi, j'aimerais bien inverser l'ordre. J'aimerais bien que toutes les nouvelles voitures se mettent en première. Donc, on va faire simplement un petit réglage, pas très compliqué. On va aller sur le repeating group qui me permet de montrer toutes les voitures de la base de données. Et je vais cliquer ici sur la recherche de voitures. Et là, je vais faire un tri. Je vais trier par... Attends, c'est parce que je zoome beaucoup. Voilà. Je vais trier par date de création. Et je vais mettre ici Yes. C'est-à-dire que les voitures les plus récentes, je veux les faire afficher en premier. Voilà. Ma Twingo, maintenant, c'est la première de la liste puisque c'est la voiture la plus récente que j'ai créée. On peut s'amuser à faire autre chose. On peut faire une autre voiture. Alors, je suis pas très fort en voiture, hein, désolé. Je ne sais pas ce que je peux mettre comme modèle. On va mettre... Ouais, je suis vraiment nul. Hein. Picasso, c'est Citroën. Citroën. Année 2023. Et la couleur, j'ai envie de prendre une couleur jaune cette fois-ci, un peu plus jaune, un peu plus Picasso. Et je crée une voiture. Je crée une voiture et toc, ma Citroën Picasso, cette fois-ci, elle est créée. C'est la dernière que j'ai créée maintenant, c'est plus la Twingo, c'est celle-là que je viens de créer. Et elle s'est bien mise en première dans mon repeating group. Emmanuel, tu as dit quoi? Avant de maîtriser les conditions et les workflows, il va falloir en faire énormément. Ouais, c'est pas très intuitif, c'est vrai.
peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, bien sûr, il n'y a que la pratique qui va te... C'est bien de regarder des lives, c'est trop bien pour comprendre le fonctionnement. Mais après, si tu pratiques pas, bah, tu vas rien retenir, c'est sûr, sûr, sûr. C'est très important de pratiquer. Voilà, donc ici, j'ai créé ma voiture. Donc, bah, ici, pour le moment, c'est tout, hein. On n'a rien à faire de spécial à l'intérieur. Je pense que cet exemple, il est assez clair. Voilà, all voiture, all user. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Qu'est-ce qu'on pourrait s'amuser à faire? Je vais regarder un truc. Ouais, c'est un tout petit peu responsive, hein. Vous voyez que ça s'adapte quand même un petit peu. On pourrait améliorer ça, hein. On pourrait améliorer ça, mais c'est quand même assez responsive. Donc, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire dessus en plus. Data, est-ce qu'il y a quelque chose, pour ceux qui ont déjà touché Bubble, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez voir ou vous souhaitez me demander, genre un truc qui vous pose un peu problème ou un truc comme ça, et qu'on peut voir ensemble? Ça aussi, ça serait éventuellement possible. Repeating group de voitures. Maintenant, je vais faire quoi? Pop-up, nanana. Je vais vous montrer qu'on peut aussi utiliser, donc là, j'ai utilisé un truc qui s'appelle Repeating Group, mais je vais vous montrer qu'on peut aussi utiliser une table. La table, c'est comme le Repeating Group, mais on va dire que la mise en forme est un peu différente et des fois, c'est plus joli, enfin, c'est plus stylé, c'est plus ergonomique. Donc regardez, le Repeating Group, je le laisse là, mais au-dessus de ça, je vais mettre une table. Et une table, il faut le voir comme un tableau, en fait. C'est comme un tableau. Donc, la data source, c'est toujours mes voitures qui proviennent de la base de données. Donc, je fais do a search for voiture. Ça ne change pas. Mon tri, je vais toujours mettre par création, enfin par date de création. Oui, ça ne change pas. Ici, Bubble, il me dit, attention, vous voyez, il vous met des erreurs. Il est très précis et il vous indiquera toujours les erreurs que vous faites. Donc ça, c'est quand même bien. Et il me dit qu'il faut que je change le type de contenu parce que là, il est vide. C'est en rouge, c'est vide. Et si je clique dessus, il va me le remplir automatiquement. Mon erreur ici a disparu. Donc, on va mettre une largeur maximum à 900 et je vais centrer. Voilà, on va centrer comme ça. Non, c'est beaucoup trop. On va mettre 700. Voilà. Et je vais centrer ma table pour qu'elle soit au milieu de la page. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant que je n'avais pas sur le repeating group? Regardez, mon repeating group, on voit juste ça comme ça. C'est pas mal, mais on peut faire mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des intitulés. Regardez. Je vais mettre un texte ici et on va marquer la marque. En fait, on peut avoir des intitulés. C'est pas mal du tout. On va mettre 10 pixels. Voilà. Donc là, j'ai la marque. Ici, on va voir le modèle. Le modèle. Ici, à côté, on va voir l'année. Et enfin, je vais rajouter une colonne. Donc, je me mets sur la colonne 7, la colonne C, pardon. Je vais à droite et je peux ajouter avec le plus une nouvelle colonne. Et ici, on va mettre la couleur. Voilà. Et maintenant, bah, je vais prendre ces mêmes éléments. Je ne vais pas tout refaire. Ces éléments ici sont bien. C'est les éléments de mon repeating group. Je vais faire copier la couleur, je la mets là. Je dois simplement changer la current voiture couleur. Voilà. La marque, on la met ici à l'intérieur. Current voiture marque, ça on va le supprimer. Ça je copie et je mets ici. Et on va changer par le modèle. Et ça je le copie là et je vais changer par l'année. Ici, je vais cliquer, là il est marqué 1 avec un signe infini. Pour le moment, ça va me limiter, il est marqué, hein. Si je clique dessus, ça me limite à 3 voitures. Moi, je décoche tout le temps cette option pour pas en avoir 3, mais sinon en avoir 50 000. Si j'en ai 50 000 en base de données, je vais faire afficher 50 000 voitures. Vous voyez, là, j'ai fait un tableau du coup. Et j'ai un intitulé, ce que je n'avais pas ici dans le repeating group. Donc, j'ai mes marques, j'ai mes modèles, j'ai mes années et j'ai mes couleurs. Bien sûr, je répète que si j'avais
laisser ça comme ça par défaut, je n'aurai pas 4 voitures, j'en aurai que 3. Voilà. J'aurais été limité à 3 voitures. Donc ça, quand on utilise une table, bien penser tout le temps à venir sur le 1 avec le signe infini, cliquez dessus pour décocher la case. Sinon, vous êtes un petit peu embêté. Là, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais laisser à peu près 10 pixels à gauche pour espacer un tout petit peu mon texte par rapport. Vous voyez qu'on a une séparation ici, le texte est tout collé, c'est pas très joli. Donc là, je viens de laisser 10 pixels partout pour voilà, avoir un alignement parfait avec le titre. Bien sûr, le titre qui est là, donc ça s'appelle des intitulés, on peut les mettre en forme pour que ça ressorte un peu plus. Hein. Je pourrais les mettre en bold. Bold, ça veut dire quoi? Ça veut dire gras, enfin, ça veut dire en gras. Je peux les mettre en gras, comme ça, bing. Et du coup, ça ressort un tout petit peu plus en termes d'intitulé. Voilà, marque, modèle, année, couleur. Et en dessous, j'ai mes éléments. Voilà. C'est la même chose que ça, c'est simplement l'affichage qui est différent. Voilà. Donc ça, c'est bon. Tac, tac. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois pas. Ah si, tu m'avais dit que tu ne savais jamais des grilles, c'est ça? Ça ne peut pas aider pour positionner les éléments. Alors, attendez. Jeff, moi j'en ai plein, ça serait du genre créer un RAG. C'est quoi un RAG? Gaël, moi, ce serait les connexions API si on a le temps. Ok. Emmanuel, tu m'avais dit que tu ne te servais jamais des grilles, c'est ça, mais ça ne peut pas aider pour positionner. Bah, alors, Emmanuel, toi, c'est par rapport aux grilles. Je pense même qu'ils l'ont viré, ça, non? Ça existe encore, les grilles? C'est en haut à gauche. Le B. Ouais, avant, c'était au-dessus, au milieu. Et maintenant, je crois que c'est en haut à gauche, à côté de l'index. Le B. Voilà. Non, à côté. Tout au bout. Ça? Le premier, là, le B. Ah, là? Voilà, tu Ah, bien cliques. sûr. Oui, voilà. Ils l'ont mis Oui. là, ok. Les Ok. views et les grilles. Ok. Donc, ce qu'on disait, c'était ça, montrer des grilles. Vous voyez, ça vous fait des grilles comme ça. En vrai, c'était pourquoi c'était intéressant avant? Parce qu'avant, on avait des pages qui n'étaient pas responsives. On avait des pages comme ça. Je vais vous remontrer au cas où. On va créer une nouvelle page. Je vais l'appeler test. Et en fait, avant, ces pages, elles étaient par défaut sur un container en fixed. D'ailleurs, quand vous créez une nouvelle page, elles sont en fixed. Et du coup, d'avoir une grille comme ça qu'on peut positionner, c'était très bien parce que si je mets un nouveau groupe, quand on est en fixed, vous allez voir que si là je prends un groupe qui fait 4 colonnes, j'ai un groupe qui fait à peu près 4 colonnes, c'était bien avant d'avoir une grille pour pouvoir le positionner vraiment au pixel près en fait. Tu vois. Mais maintenant qu'on a un système qui est beaucoup plus élaboré sur les flexbox, tu n'as plus besoin vraiment de grille. Donc là voilà. Là j'ai un groupe qui fait exactement 1, 2, 3, 4. Il fait 4 colonnes. Ce groupe, on peut lui donner une couleur. Je vous montre ça alors qu'en fait, je n'utilise jamais, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. Et à l'intérieur de ce groupe, on pourrait dire, bah, je sais pas, j'ai un élément, un bouton, ou je sais pas quoi, à l'intérieur. Et ce bouton, on peut le placer là. Attendez, il faut que ça soit en fixe aussi. Fixe. Voilà. Et ce bouton, j'aimerais bien le placer là et que lui, il fasse 2 colonnes. Voilà. Non. Ça servait vraiment à ça, en fait, les grilles. Mais maintenant, c'est plus du tout. Enfin, avec le nouveau système, je vois pas trop l'utilité. Parce qu'en fait, tu vois, si tu veux centrer ton élément dans ta page, tu fais comme moi, tu vas dans Horizontal Alignment, tu places au centre, et ton élément, que ta taille, que ta page, elle fasse 3000 pixels de large ou qu'elle fasse 1000 pixels, ton élément restera toujours au milieu de la page. Ah, il y a des gens qui ont voulu rejoindre.
Bon, je leur mets des rôles Allegria alors que c'est pas des gens d'Allegria, mais bon, c'est pour aller vite. Vous voyez, là, que ma page elle soit grande ou petite, ça reste tout le temps au milieu, en fait. Parce que moi, je l'ai voulu comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y a tellement de choses, en fait, que c'est pour ça que c'est dur de savoir par où commencer. Tu m'as dit que tu ne servais jamais des grilles, ok. Retrieval augmenté dans la génération. Tu sais, si tu veux mettre de l'IA dans tes apps pour créer les chatbots. Ah ouais, non, mais c'est trop avancé, ça, Jeff. On fait des lives débutants. On fait des lives pour que les gens voient comment appréhender Bubble. D'accord. Parce qu'en fait, quand on commence une page sur Bubble, on a une page blanche. Et la page blanche, ça fait peur à beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne savent pas du tout par quoi commencer. Donc, nous, on avait commencé, au départ, on avait commencé cette page pour dire qu'on allait, pourquoi pas, reproduire le site de Air France. C'est ce qu'on voulait faire au départ. Moi, j'avais commencé à... Ça, c'est moi qui l'ai fait, hein, c'est pas le site d'Air France. Je sais qu'il est identique, le site, mais ça, c'est un truc que moi, j'ai fait sur Bubble. Et à la base, c'est ça qu'on voulait faire. C'est reproduire ce site-là. Alors, on peut le faire. Hein. Il y a des éléments qui sont intéressants en design, comme cette partie-là qui vient prendre la moitié de l'image ici, enfin qui vient se superposer sur l'image, ça on peut le faire. Il y a aussi un truc que je voulais peut-être vous parler, c'était du fait qu'on peut se géolocaliser dans Bubble, ça je ne sais pas s'il y en a qui le savent. On peut avoir vraiment un système de géolocalisation et regardez ici, c'est même le navigateur qui me demande de autoriser ma connexion à ma position. Et là, il le fait bien, hein, il me localise en Argentine, donc c'est très bien fait. Ça marche super bien. Mais ça, on peut voir comment faire aussi. Donc, on va actualiser ça. Vous voyez que ma page est vide maintenant. Et il y a peut-être un truc qui serait intéressant de voir, c'est peut-être... J'ai demandé à ceux qui sont ultra débutants. Delphine, Laetitia, il y a qui d'autre qui ont jamais... Lucas, tu as vu un petit peu Olga, t'es débutante aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez voir là dans Bubble? Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? Du design? Ou alors plutôt des trucs sur la base de données? Ou alors plutôt des choses back-end? Parce qu'on n'a pas vu ça dans les formations Allegria du back-end, on n'a pas trop vu. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, pourquoi pas un peu d'API? Mais est-ce que là, parce que là j'ai l'impression que tu démarres en même temps, comment dire? Est-ce que dans Bubble, tu peux d'abord créer ta base de données en fait, et ensuite passer à la phase dessin, quoi, enfin, design, ouais. Oui. Parce que là j'ai l'impression que tu fais un peu les deux en même temps, c'est en même temps tu dessines et ça t'alimente ta base. Ouais. Et... En fait, moi je fais ça. Je commence toujours par le design en fait dans une application, tout le temps. Je commence par designer toute l'interface. Je vous rappelle que moi, les interfaces, on me les donne. Mes clients me donnent leurs interfaces. Ils les font faire par un designer. Oui. Tu vois, donc, je ne sais pas si je prends un exemple. Bah ça, on pourrait s'amuser à le refaire, par exemple, cette application. Mais, tu vois, on me donne tout le temps les interfaces, le design. Donc moi, ça, c'est la première chose que je fais dans Bubble. C'est-à-dire que je recrée tout ce que le designer m'a donné. Je fais tout ça, tout ce travail-là. Et en fait, pendant que je fais ce travail-là, eh bien, je vois la data que je vais devoir créer derrière, en fait. Tu vois, je te montre un exemple. Si ici, j'ai une page d'accueil, ça, c'est la home page, j'ai marqué, c'est la home page avec tous ces éléments-là que je vais devoir intégrer, eh ben, en les intégrant, je vais d'abord savoir ce que je vais avoir. Ça, c'est des publications. J'ai une publication, 2 publications, 3 publications. Donc, je sais que je vais avoir une table de publications. Je vois que dans les publications, on va pouvoir mettre des likes. Je vois qu'on va pouvoir mettre des commentaires et je vois qu'on va pouvoir l'épingler ou le mettre en tant que favori. Tu vois, donc, dans ma table, je sais que j'aurai déjà 3 champs différents. Like, favori
et je sais que j'aurai une sous-table de commentaires pour stocker tous les commentaires. Je vois que dans une publication, bah, j'ai un auteur et j'ai une petite phrase d'accroche, par exemple. J'ai aussi la photo de l'auteur. Donc, je sais que dans ma publication, elle sera en relation avec mon user. Mon user aura un nom, aura une photo de profil, et ça serait la phrase d'accroche de la publication. En fait, tu vois, en faisant mon design, bah, je comprends. Après, c'est parce que j'ai l'habitude, peut-être, hein, c'est sûrement pour ça, mais en faisant le design, je sais exactement ce que je vais devoir intégrer après dans ma base de données, tu vois. Ici, j'ai une messagerie interne. Donc, je vois ici que j'ai des recommandations d'utilisateurs qui sont peut-être des amis, donc des gens que j'ai ajoutés dans mon cercle d'amis dans l'application, et que je vais pouvoir, du coup, avoir mes conversations avec ces différentes personnes, et en cliquant, je ne sais pas où, là, je ne sais pas où est-ce qu'est le message pour créer un nouveau message, peut-être que c'est là, peut-être que c'est autre part, ça je ne sais pas, mais en tout cas, je vais pouvoir cliquer quelque part pour créer une nouvelle conversation avec ces gens-là. Et si j'entre dans une conversation en particulier, tac, voici ce que je vais avoir. Donc, je vais avoir des messages qui viennent de moi et qui viennent de l'autre personne. Donc, je vais stocker tout ça dans une table qui va s'appeler conversation. Donc, tu vois, moi, je passe par le design et ensuite, je fais la data, toujours. Ok. Là, sur Air France, c'est pareil. Sur Air France, j'ai fait tout le design. Par contre, il n'y a pas la data ne fonctionne pas. Si je clique sur recherche, il ne se passe rien. Tout ça, ça vient de la base de données. C'est pareil, ça, c'est des destinations que j'ai stockées en base de données. Mais tu vois, je fais d'abord le design, après, je fais la donnée. Donc, c'est toujours plus simple d'avoir déjà une maquette. Ça me permet d'aller plus vite. Je crois que Mireille, tu disais autre chose. Intéressant, mais moi, je vais bientôt devoir y aller. J'ai une autre fois. Ok, d'accord. Ouais, la localisation, c'est très cool parce que tu peux faire plein d'applications du coup avec ça. Tu peux faire des applications de type Airbnb, tu peux faire des réseaux sociaux où on a besoin de te demander ta localisation. Tu peux même faire du tracement, tu peux aller faire du tracking, un peu comme sur Uber, quand tu vois ton taxi qui avance et tu sais où est-ce qu'il est, tu peux le géolocaliser avec ça aussi, hein. C'est vraiment, vraiment puissant. Et là, je l'ai simplement activé la localisation pour que ça me remplisse automatiquement mes lieux de départ. Donc, si je prends un aller-retour, je veux partir de où? Bah, de ma ville, par exemple. Je vais partir de ma ville pour aller où? Bah, autre part. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai une question, elle n'est peut-être pas très poussée, mais est-ce que sur un site internet qui est déjà existant, on peut intégrer Bubble directement à l'intérieur, mais que ça prenne qu'une seule partie? Non, tu peux pas combiner ton site existant plus Bubble. Enfin, je veux dire, non, tu pourras pas combiner. Salut Mireille. Tu pourras pas combiner les deux ensemble. Mais par contre, tu pourras faire des connexions. Ça veut dire, par exemple, si de ton site existant, tu as besoin de montrer une page spécifique que tu as fait sur Bubble, bah, sur ton site, tu feras un lien, par exemple, un petit peu comme moi j'ai fait, hein. Enfin, je ne sais pas si c'est ça ta question, mais là, je suis sur un site qui n'est pas du tout fait sur Bubble, c'est pas Bubble, mais quand je vais cliquer sur l'espace client, là, ça va me rediriger vers une page que j'ai fait sur Bubble. Ça, oui, tu peux le faire, mais c'est tout. Tu ne peux pas intégrer Bubble dans ton site. Ça, c'est pas possible. Ok, merci. C'est soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Alors, hop, ça va faire... Ah oui, dans 15 minutes, ok. Connexion API. Alors, connexion API, il y en a des simples, il y en a des compliqués. Je vous l'avais déjà dit plusieurs fois dans tous les cours qu'on a vus sur Allegria ou autre, mais chaque API est différente. Donc, connexion API, c'est très large finalement.
il y a des services qui sont très simples à se connecter. Il y en a qui sont chauds. Moi, le service sur lequel je me connecte tout le temps et que je domine le mieux, bah, c'est Stripe pour accepter des paiements. Et cette API, elle est plutôt bien faite parce que la documentation de Stripe est bien faite. Mais des fois, tu peux te confronter à des API qui sont très, très complexes parce que bah, leur documentation est toute pourrie, en fait. Hein. Non, alors les connexions API, c'est encore une fois, ça dépend des services. La question, c'est est-ce que c'est payant les connexions API? Bah, ça va dépendre. Si tu veux te connecter à Stripe, c'est gratuit. Stripe API. Une documentation. Tant que tu as un compte Stripe, tu vas pouvoir te connecter. Ok, donc comment je vais me connecter à mon API? Bah, je vais aller sur Stripe Authentication et on va te demander à un moment d'entrer. Authentication, voilà, ici. On va te demander d'entrer ta clé secrète. SK, c'est Secret Key. Donc, c'est ta clé secrète. Ta clé secrète, tu peux la générer automatiquement dans ton compte Stripe. Ça, c'est pas un problème, c'est pas difficile. Mais par contre, après, ce qui est difficile, c'est de chercher dans tout ce qui est possible ici, bah, quel type d'action tu vas avoir besoin. Et ce qui va être un peu plus compliqué, c'est de savoir quelle méthode tu vas devoir utiliser. Tu vois, on te parle de méthode POST ou de méthode GET. Donc ça, par contre, je peux vous expliquer un petit peu. C'est quoi les méthodes POST, les méthodes GET? Donc sur Bubble, quand on va faire une connexion API vers l'extérieur, on doit venir dans les plugins, ici dans les plugins, et on doit rajouter un plugin. Ça, on va le supprimer. Voilà. Donc dans Bubble, si par exemple, j'ai envie de vendre un vol Air France, comment je vais faire? Je vais devoir rajouter un plugin. Je vais faire API Connector. C'est le premier plugin que vous allez voir dans la liste parce que c'est celui qui a le plus d'installations. Il y a 1 274 000 applications qui utilisent ce plugin. Donc, je l'installe. Et quand on installe ce plugin, bah, on n'a rien de spécial. Il nous demande simplement de connecter une API. Donc, tu fais Add Another API. Et voilà un petit peu l'interface. L'interface est un peu moche, hein, un peu violente parce que elle n'est pas très très sexy, on va dire, mais bon, c'est comme ça. Ici, dans le API name, c'est là où tu vas mettre le nom de l'API que tu veux connecter. Moi, je prends l'exemple de Stripe parce que c'est celui que je domine le plus. Voilà, je mets Stripe. Le type d'authentification. Là, tu vois qu'il y a plein d'identifications qui sont possibles. Et ça, encore une fois, ça va dépendre du service sur lequel tu veux te connecter. Donc, celles qui sont faciles, c'est celles qui sont en haut. Plus tu descends, plus tu arrives sur des authentifications qui sont difficiles à mettre en place. Heureusement, Stripe, c'est une clé, c'est une private key dans le header. Donc, c'est pas très compliqué. Il m'a automatiquement rempli la key name autorisation. Ça, je le laisse. Et je vais vous montrer que ce que je vous montre, ce n'est pas inventé. Ça vient de leur documentation. Donc, attendez, hop, connecter compte. C'est marrant parce que voilà. Donc, il faut que je trouve déjà une clé API. Pour le moment, je n'ai pas de clé API. Je peux en mettre une de test comme ça, mais ça ne marchera pas. Donc, il faut que je me connecte à mon compte Stripe. Donc, on va faire sign in. Je vais me connecter. Moi, j'ai plein de comptes Stripe sur ce compte-là. En fait, c'est marrant, mais on peut avoir plusieurs comptes de sociétés différentes sur le même compte Stripe. C'est-à-dire que moi, avec ce compte-là, je gère plein de sociétés différentes. Et chaque société va avoir ses propres clés API. Tout le monde ici sait ce que c'est Stripe? Avant que je continue. Laetitia, c'est bon? Ok. Bon, pour faire rapide, Stripe, c'est le concurrent de PayPal, quoi. C'est un concurrent de PayPal. On peut
on peut générer donc des paiements, tout simplement. Et donc voilà, là je suis connecté à un compte qui s'appelle PayWebInty Test Mode. OK, voilà. Et en fait, là, ce qui est cool, c'est qu'il m'a donné automatiquement, il m'a rempli ici automatiquement ma clé API. Mais moi, c'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est je veux vous montrer où est-ce qu'on peut la générer cette clé, parce que c'est pas drôle sinon. Donc, une fois qu'on est connecté à Stripe, vous pouvez faire des comptes gratuits hein, sur Stripe, c'est pas payant. On va sur Dashboard. C'est un peu lent. Je sais pas pourquoi. En haut, vous voyez que je suis donc là sur un compte qui s'appelle PayWebInty. C'est un compte que moi j'ai créé. Mais à l'intérieur, je vais avoir plein d'autres comptes. Agence WebInty, Bootcamp, Goldmama, Graines de Gaïa, bref. J'ai plein d'autres comptes différents. Moi, je laisse sur celui-là, PayWebInty. Et je vais me mettre en mode test. Je vais cliquer sur mode test. Voilà. Il est marqué ici, on va utiliser des données de test. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire des paiements. Eh ben, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas être débité vraiment, en fait. Donc, maintenant qu'on a fait mode test, on va sur les paramètres. Et dans les paramètres, ils ont tout changé, donc je ne sais même plus où c'est maintenant. À mon avis, c'est en développeur ici. Mais au cas où, on a une barre de recherche et on va chercher API. Voilà, développeur, clé API. On cherche ça. Et vous voyez que ici, j'ai ma clé publique. Et là, j'ai ma clé secrète. Donc, je vais cliquer dessus pour la copier. Ça il vous le donne tout seul. Hein. Dès que vous créez un compte, vous avez une clé publique et une clé secrète. Je clique dessus. Je vais sur Bubble. Ici. Et là où il est marqué Authorization, on va d'abord écrire un truc qui s'appelle Bearer. Ne demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Il y a plein de clés API qui utilisent le Bearer devant. J'ai plus du tout le terme en tête. Mais entre guillemets, vous allez voir que je suis obligé de faire ça. Bearer, j'ai mis un espace et j'ai mis la clé secrète que m'a donné Stripe. Voilà, c'est tout. Et à partir de ce moment-là, ça c'est juste pour m'autoriser. Hein. C'est juste pour dire toc toc, je toque à ta porte Stripe, je veux accéder à ton service. Et lui, il va vérifier. Avant de me dire quoi que ce soit, il va me vérifier si ça c'est valide. Si c'est valide, il va me laisser rentrer. Sinon, il va me dire, tu n'as pas la clé, tu ne rentres pas chez moi. Voilà. Donc, API call, on va à détenteur. Ok, merci. Donc, détenteur, qui est le détenteur? C'est lui. Voilà. Donc, expand. C'est ça que je voulais vous montrer depuis le début. Et c'est pour ça qu'on arrive ici. Là, j'ai mon premier call API que je vais pouvoir réaliser. Et du coup, je vais devoir lui mettre un nom à ce call API. Nous, on va dire qu'on voudrait lister, pourquoi pas, on doit regarder si j'ai des clients. Clients. Voilà, vous voyez que j'ai plein de clients, c'est plus ou moins des faux clients. Il y en a des vrais, il y en a des faux. J'ai des faux clients dans mes clients Stripe. Moi, j'ai envie de dire que je veux lister tous les clients que j'ai sur mon compte. Bah, comment je vais faire? Je vais chercher ici un truc qui est en rapport avec les customers. Je ne sais pas si ça existe. Hein. Là, je vous dis un truc que je ne sais même pas si ça existe. Customer, ouais, non. Donc, si on ne trouve pas rapidement ce qu'on veut, le mieux, c'est d'aller le chercher ici. Et on écrit customer. Et il va me dire ce que je peux faire. Update customer, non. On ne peut pas lister les customers, c'est basique pourtant ça. Customer. Ah voilà, list all customers, c'est ça que je voulais. Et ici, vous voyez, c'est lui qui vous dit la méthode. C'est lui qui vous dit ce qu'il faut faire. Il faut faire la méthode get. Get en anglais, ça veut dire chercher, hein, trouver, chercher, get. Et ici, il y a le lien du call API. Je vais accepter la personne qui va entrer. Salut Laurent.
Voilà, donc je vais copier ce lien ici. Je le copie. Et on va dans Stripe. Et à ce niveau-là, je vais écrire lister mes clients, par exemple. C'est bien une méthode get. Vous voyez que j'ai d'autres méthodes. J'ai une méthode qui s'appelle post. Post, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir mettre à jour quelque chose ou créer quelque chose. Post, c'est pour créer ou modifier. Le put, c'est pour remplacer quelque chose. Et le delete, c'est pour supprimer quelque chose. Donc nous, on veut faire get et je mets mon URL. API stripe.com v1 customer. Et l'information que je récupère, je veux l'utiliser en tant que donnée. Donc, je laisse ça comme ça et je vais cliquer sur Initialize Call. Là, j'ai un success. Là, c'est-à-dire que ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que je vois cet écran-là. Quand ça ne fonctionne pas, bah, vous avez une erreur qui vous dit erreur, je sais pas, 401, erreur, je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et regardez ce que je récupère. Je récupère. Bon, là, c'est parce que justement, celui qui m'a chopé, ça doit être un truc comme ça, là, de test. Je ne sais pas qu'est-ce qui a créé ça. Mais vous voyez, il m'a chopé sûrement le dernier contact. Et ce contact, il a des informations un peu bidons. Il a un nom un peu chelou et tout. Voilà, l'adresse de facturation, regardez. Et c'est bien ce qui me chope. Hein. Il m'a récupéré ça, regardez. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Ça a marché en tout cas. Donc, je clique ici sur Save. Qu'est-ce que je peux faire avec ces informations que j'ai récupérées? Eh bien, encore une fois, on peut s'amuser à aller dans notre page index, chercher par exemple un repeating group, ici. Le repeating group, la source, c'est plus un duo search, parce que duo search, c'est pour aller chercher des choses qui sont dans ma base de données actuelle. Mais là, les informations ne sont pas dans ma base de données. Elles viennent de Stripe et du call API que j'ai fait. Donc, je vais faire get data from external API. Je vais chercher les données depuis une API externe. Et là, il va vous lister ce que vous avez fait. Stripe, lister mes clients. On clique dessus. Pardon. Là, c'est encore en rouge. Il va falloir que je trouve... Attendez. Voilà. Ici, on va faire data. Pardon. Là, il me change en haut le type of content avec ce qui va bien. Ça veut dire lister mes clients data. Voilà. On va faire 700 max, 700, centré. Donc là, j'ai mon repeating group qui est configuré au niveau de la donnée. Et à l'intérieur, bah, je peux mettre n'importe quelle chose. Je peux aller chercher un texte et je peux dire, bah, montre-moi son adresse, montre-moi s'il a du crédit, montre-moi sa devise, montre-moi son email, montre-moi son nom. On va faire name. On va cliquer ici et on va faire actualiser la page. Donc là, il montre 4 résultats. C'est parce que mon repeating group est limité à 4 euros. Donc on désactive ça pour avoir plus de résultats. Mais vous voyez que voilà. Donc on va même enlever ça ici. Donc là, c'est moche, c'est pas très esthétique, mais vous voyez que ce qu'il récupère là, c'est bien ce que j'ai au niveau de mes clients. Là. Voilà. Donc c'est cool, on voit que ça fonctionne bien. Excuse-moi, Tim, je crois que la vidéo elle va se couper. Ouais, elle va bientôt se couper, ouais, tu as raison. Je vais repartager un lien.